On avait précédemment laissé Asgartha à l'aube d'un nouvel élan, d'une communauté naissante réunie autour d'individus dotés d'une sensibilité accrue à l'écosystème. Cette nouvelle alchimie s'inscrivait dans la même temporalité qu'un autre événement, la fin de la révolte de Amalekalu en 154 AC et le démantèlement de Brizigan, qui était le quartier général de cette révolte. Sur les ruines de Brizigan, on fonde une nouvelle cité qui sera nommée Amogrand. C'est donc en Caer Ketria, sur la presqu'île d'Antea, que l'ancien carrefour Lyra sera transformé, à partir de 158 AC, en une cité qui gardera son essence en devenant la capitale des artistes et des philosophes. Elle est bâtie sur un lac au milieu de grands nénuphars et de fleurs de lotus. C'est donc une cité très maritime, la moitié des habitations sont des nefs et des navires, et chaque jour des milliers de barques et de jonques arpentent ses canaux. La bourgade sera connue pour son commerce de tissus, de soie et pour ses usines de teinture d'un bleu unique. Avec ses 103 000 habitants, c'est une ville assez importante du territoire. Si la population d'Arcaster était celle de Paris, alors Amorgand équivaudrait à celle de Montpellier ou Nantes. En 163 AC, on découvre des groupements de créatures au sein de la Katcara, les Muches. Les Muches sont une famille de champignons conscients, partie intégrante de la faune locale au même titre que les vendangeurs ou les Kodama par exemple. Ils vivent en colonies forestières ou souterraines, où ils développent leurs propres écosystèmes et un ensemble de coutumes qui leur sont propres. Leur particularité la plus remarquable réside dans leur rapport au mana. Grâce à leur mycélium, les Muches sont capables de filtrer le mana présent dans l'environnement et dans les êtres vivants. En étendant leur réseau de mycélium au cœur de certains arbres, ils peuvent purifier la sève et restaurer les flux énergétiques. En retour, ils offrent du mana raffiné qu'ils peuvent aussi condenser en gouttelettes. Certaines zones abritent des pouponnières muches où les spores se développent jusqu'à devenir des individus adultes. Leur reproduction se fait naturellement par la dissémination de spores qui, une fois implantés dans un environnement favorable, se muent progressivement en muches adultes. Il existe également plusieurs espèces de muches, notamment ceux à chapeau rouge ornés d'écailles bleues, qui possèdent des propriétés soporifiques. Bien qu'incapables à première vue de communiquer verbalement, ils peuvent transmettre des émotions et des intuitions à travers leur réseau de mycélium, formant une sorte de langage empathique, subtil mais efficace. Depuis peu, on a plus d'informations sur l'origine de la faction Muna. Ceux qui avaient été touchés par l'étincelle de Niave appréhendent peu à peu ce qu'est vraiment le Skein. Niave comprend assez vite que la pérennité des Muna réside dans la transmission du savoir qu'elle a accumulé et de la sagesse que son lien avec Kaibara a développé. C'est dans sa communauté naissante qu'elle choisit 9 individus qu'elle estimait assez impliqués et éveillés pour dédier leur vie à entretenir et faire s'étoffer le Skein. Parmi eux, il y a Sewit, qui était celle qui communiait le plus aisément avec le fuseau, Kigiya, qui avait la faculté de faire danser les flammes comme personne, Eru, qui avait le plus de facilité à apaiser et communiquer avec les animaux, Yangsu, qui était l'altérateur le plus doué de sa génération. Ces disciples de Niave sont les seuls autorisés à pénétrer et même à vivre au sein de la Katcara, la forêt sacrée de Kirigai qui devait rester inviolée depuis l'accord passé avec Kaibara. On avait parlé des 9 refuges au sein de la Katcara, et j'ignore si c'est une coïncidence ou si chaque refuge est en réalité la résidence d'un disciple de Niave. En tout cas, le refuge du Musc, situé entre le refuge du vent et du flux, est celui de Eru, et il est dédié aux animaux de la péninsule. En 175 AC, une singularité de tumulte s'installe durablement non loin d'Arcaster, et la capitale est coupée du reste de la péninsule. Cette singularité empêche les vivres d'être acheminés à celle-ci. Cette catastrophe a vite mené Arcaster à subir une famine sévère, et il était urgent de trouver une solution pour apporter des vivres aux populations de la capitale. Et c'est grâce à un altérateur qu'une solution a été rendue possible, le plus talentueux de sa génération qu'on vient d'évoquer, Yangsu Tenzing. C'est ainsi qu'en 175 AC, il érige le Mugen. Un pont en bois reliant Nizan et Kirigai constitué de 19 tronçons entre de nombreux îlots. Sur chaque île se tient un torii au pied duquel on trouve un autel dédié à un eidolon en particulier. On sait par exemple que la statue du premier îlot est dédiée à Eru et la 6e à Yangsu. Chaque visiteur doit s'y arrêter pour honorer les esprits de Kirigai, chaque étape correspondant à un moment de réflexion et de communion. Le Mugen est considéré comme un lieu sacré, une passerelle vers le sanctuaire vierge des Muna. En reliant les deux îles, permettant ainsi d'enrayer la famine, Yangsu a eu un rôle majeur,
bien qu'on ait peu de sources de cet événement. J'ai l'impression qu'il a également eu une place assez importante dans d'autres événements de l'histoire d'Asgartha, mais on en sait assez peu à son sujet à l'heure actuelle. En 180 AC, exactement 80 ans après sa deuxième visite en Asgartha, qui elle-même était survenue 80 ans après sa première visite, Singula, le Léviathan scolopendre, vient à nouveau attaquer la péninsule. Je crois que même à l'heure actuelle, on n'a pas d'explication sur ce phénomène cyclique très précis qui semble presque trop précis pour être naturel. On avait vu émerger en 148 AC une maladie, un fléau qui avait dévasté Asgartha et dont Amalé s'était presque servi pour appuyer ses théories et ses revendications. Et bien même si on n'en a pas parlé étant donné une probable accalmie depuis presque 40 ans, la maladie n'a pas disparu pour autant, et à partir de 186 AC commence une nouvelle épidémie de Nifir. Le bilan est à nouveau lourd, les morts se comptent par dizaines de milliers. Les cadavres jonchent les rues jour après jour. Parmi ces défunts, il y a un naturaliste du nom de Ekekia. Son fils Temba Ekekia avait suivi les traces de son père qui était devenu un botaniste spécialisé dans l'étude des plantes rares. En voyant le Nifir emporter son père, il se jura de tout faire pour trouver un remède à cette affliction. Pendant ces recherches, les années vont s'écouler et en 194 AC, le régime va changer avec la création de la Fédération Asgarthi. Pendant longtemps, la priorité passe sur le développement des autres régions d'Asgartha. De Caer Ketria à Suspira en passant par Caer Arcolano et Caer Esvander, les gouverneurs régionaux prennent beaucoup d'importance avec le pouvoir central devenant un relais organisationnel permettant à chaque région de s'épanouir. Le poste de Basileus, nouveau titre honorifique du dirigeant d'Asgartha, est donc créé en 194 AC et les archontes lui remettent le pouvoir. Un tirage au sort parmi les experts de leur domaine détermine qui officiera à sa table. Ce système de nomination aléatoire garantit l'équité et la compétence des membres du pouvoir. Le premier Basileus d'Asgartha sera Nerveti Ensar. Il siège jusqu'en 208 AC à l'Astarion, le nouveau palais du Basileus, où Kajar Runaxoy lui succède puis lance en 209 la construction conjointe des gares de Thule et de Svarga. Ces deux gares annoncent un projet de transport colossal, le Transasgarthien. L'objectif est de créer un chemin de fer qui traverse toute la péninsule pour relier Kestia à Sadraka et ainsi faciliter le transport et l'acheminement de ressources. C'est alors en 214 AC que les deux chantiers du Transasgarthien débutent à chaque extrémité dans l'euphorie générale et une concurrence acharnée. Donc si je résume cet épisode, avant la réorganisation du pouvoir et le projet de chemin de fer, on a de nouveau parlé du Nifir, cette maladie qui affecte le mana des êtres vivants et refait surface avec une nouvelle épidémie, de la création du Mugen par Yongsu Tenzing pour relier Nissan et Kirigai et ainsi remédier à la famine qui ravage Arcaster, de la découverte des muches, des champignons sentients qui peuplent la Katkera et qui sont capables de filtrer le mana de l'environnement et des êtres vivants, et de Temba Ekekia, un botaniste qui cherche un remède contre le Nifir depuis que celui-ci a emporté son père. Si je résume tout ça, c'est parce qu'en 218 AC, la boucle est bouclée. Temba Ekekia, le guérisseur, trouve un remède au Nifir. En se mettant à étudier les muches, leur écosystème, leurs coutumes, il découvre qu'ils peuvent filtrer le mana instable pour le transformer en mana apaisé. Il comprend donc que c'est la clé de la guérison du Nifir. De nombreux spores muches sont alors envoyés aux quatre coins de la péninsule pour devenir avec le temps des muches adultes. Ces derniers utilisent leur mycélium pour extraire le mana instable des malades et leur offrir du mana purifié en retour. En quelques années, grâce à cette découverte, le Nifir est donc éradiqué d'Asgartha. On va s'arrêter ici et on se retrouve la prochaine fois pour voir notamment ce qu'il en est du Transasgarthien et du nouveau système politique.